14h sur Public Sénat, bonjour à tous, nouvelle émission des questions d'actualité au gouvernement. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 17h. Vous connaissez le principe, dans une heure, les sénateurs vont interpeller le gouvernement sur les sujets chauds du moment. Et il y en a, toutes les équipes de Public Sénat sont en place. Quentin Calmet, vous allez le voir, est dans l'hémicycle. Quentin, bonjour. Bonjour, sur quoi Steve. Le gouvernement va devoir s'expliquer aujourd'hui. Un sujet majeur à suivre à partir de 15h, c'est la COP26 qui se tient à Glasgow, avec pas moins de 4 questions consacrées à ce thème aujourd'hui. A tout à l'heure, Quentin. Alexandre Poussard n'est pas très loin de vous, Quentin. Il est en salle des conférences. Alexandre, vous allez interroger ministres et sénateurs. Et oui, Steve, et je serai notamment avec Étienne Blanc, sénateur Les Républicains. Il soutient Michel Barnier à la présidentielle, mais il se dit très séduit par les idées d'Éric Zemmour. A tout à l'heure, Alexandre. Jean Massier, streamer politique sur la plateforme Twitch, est également avec nous. Bonjour Jean, de retour de The Event, le marathon de jeux vidéo pour Action contre la faim. Jean, bonjour. Vous allez suivre cette séance avec les internautes. Absolument Steve, on va suivre cette séance sachant que le gouvernement hier a annoncé son fameux revenu d'engagement pour les jeunes qui entrera en vigueur en mars prochain. Merci Jean, à tout à l'heure. Au programme de cette émission 7, main tendue d'Emmanuel Macron aux jeunes. Le chef de l'État a présenté hier son contrat d'engagement. 400 000 jeunes sans emploi ni formation bénéficieront d'une allocation pouvant aller jusqu'à 500 € par mois. Bonne, mauvaise mesure, suffisante, pas suffisante, adaptée aux enjeux, aux trop coûteuses. Ils ne sont pas d'accord, ils en débattent à 14h30. D'un côté, Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine. De l'autre, Martin Lévrier, sénateur RDPI, La République En Marche des Yvelines. Mais d'abord, gros plan sur la brouille entre la France et le Royaume-Uni. Pêche, migration, Brexit, affaire des sous-marins. Rien ne va plus entre Londres et Paris. Les sujets de désaccord sont nombreux. Demain, réunion au sommet pour faire le point sur les licences de pêche accordées par les Britanniques aux Européens. Emmanuel Macron brandit la menace de sanctions. Boris Johnson hausse le ton. On en débat dans quelques instants avec mes invités. Mais d'abord, on fait le point avec Gaspard Flamand. Regardez. Le bras de fer continue. Le Royaume-Uni annonce que sa position ne bougera pas sur la question de la pêche, malgré la trêve entamée il y a 2 jours entre Paris et Londres. Les premières mesures de rétorsion pour les pêcheurs britanniques devaient entrer en vigueur hier, avec des interdictions de débarquement et des contrôles douaniers renforcés. Mais la France a finalement décidé de repousser l'ultimatum. Ce n'est pas pendant qu'on négocie que l'on va mettre des sanctions. Un report salué par Londres sur la question des licences, car c'est bien elles qui sont au cœur des tensions. Accordées aux pêcheurs français, ces licences leur permettent de travailler dans certaines eaux britanniques depuis le Brexit. Seule condition, chaque pêcheur doit prouver qu'il y travaillait auparavant. Mais Français et Britanniques ne se mettent pas d'accord sur la nature et l'ampleur des justificatifs à fournir. Bilan, le Royaume-Uni a accordé 210 licences, Paris en réclame 244. Alors pour les pêcheurs qui n'ont pas reçu ce précieux laissez-passer, c'est l'incertitude. À l'heure d'aujourd'hui, nous, en tant que pêcheurs, on ne sait rien. On ne sait pas si on aura une licence, on ne sait pas si on ne l'aura pas, on ne sait pas si les personnes qui l'ont jusqu'à la fin du mois, ils ne savent pas s'ils l'auront le mois prochain. On est en stand-by complet, quoi. Pour tenter de trouver un compromis, une réunion est prévue demain entre le secrétaire d'État chargé des affaires européennes Clément Beaune et son homologue britannique. Et pour en parler et pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Dany Wattebled. Bonjour. Bonjour. Sénateur du Nord, membre de la commission des lois. À côté de vous, Richard Verly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste correspondant du quotidien Le Temps à Paris, spécialiste des affaires européennes. En face de vous, Jean-Baptiste Moreau. Bonjour. Bonjour. Député La République En Marche de la Creuse et porte-parole de La République En Marche. Et puis à distance, en visio, Grégory Guida. Bonjour, vous êtes député et ministre assistant pour l'environnement de l'île de Jersey. On a envie d'avoir un peu votre point de vue. Merci d'être avec nous pour ce débat. Jean-Baptiste Moreau, ma première question s'adresse à vous. Suspension des sanctions annoncées par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il s'est défilé ou c'est un repli diplomatique, un repli tactique ? Non, on est en phase de négociation. Il y a une rencontre, comme vous l'avez dit, entre Clément Beaune et David Frost, son homologue, demain. Et donc, en attendant, quand il y a des négociations en cours, on ne met pas en place les sanctions tout de suite. D'autant plus que depuis lundi, et Jean-Baptiste Djebbari l'a annoncé ce matin, il y a une 50aine de licences qui ont été accordées supplémentaires par rapport à ce qui était en place la semaine dernière. Donc voilà. Ce qui veut dire qu'on peut obtenir gain de cause. La France va obtenir gain de cause. Nos amis anglais font en dehors de l'Europe ce qu'ils ont fait quand ils étaient dans l'Europe, c'est-à-dire qu'ils signent un traité où ils signent aujourd'hui ils ont signé un accord Brexit comme ils signaient des traités auparavant, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont signé, ils commencent à négocier. Donc voilà, il y a des négociations en cours, elles se passent de façon apaisée, de ce que j'en sais tout du moins, et ces négociations font bouger les lignes, et j'espère qu'elles vont continuer à bouger, puisque aujourd'hui il faut qu'on arrive à trouver un accord entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Richard Verly, elles sont vraiment apaisées ces négociations ?
Je pense que les négociations le sont, mais l'arrière-plan ne l'est pas du tout. Il est clair que le Royaume-Uni veut tout faire pour récupérer davantage que ce que lui concède l'accord commercial sur le Brexit. Et par ailleurs, sur cette question de la pêche, il y a un vrai problème de fond pour les Anglais, c'est que toutes les capacités, ou l'essentiel des capacités de transformation des produits de la mer sont du côté français. Donc ils sont complètement dépendants de ces capacités de transformation. Boris Johnson a fait énormément de promesses aux pêcheurs britanniques. Il doit trouver un moyen de rapatrier une partie de ce secteur au Royaume-Uni s'il veut être crédible. Daniel Watteblet, on essaye de comprendre, parce qu'on parle au total, on parle d'un conflit autour de 10 petits bateaux, de petits tonnages. C'est quoi franchement l'enjeu qu'on comprenne quand on n'est pas spécialiste de la question? Je pense que ça dépasse complètement le secteur de la pêche. On est dans un test permanent du Royaume-Uni face à l'Europe. Et nous, on est en première ligne. On l'a eu, vous l'avez très bien rappelé. Vous voulez dire que cette affaire de la pêche, c'est un prétexte? C'est symptomatique. 5 ans pour sortir du Brexit, quand même. Il y a une décision qui est prise par le peuple qui est souverain en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, et on met 5 ans pour négocier, arracher au cas par cas. On traîne en espérant gratter. C'est vrai qu'on parle d'une trentaine de bateaux. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens de s'opposer. Et de petits tonnages. Hein, mais on est partout. C'est sur les migrants. Et je pense que c'est une méthode peut-être qui réussit peut-être à Boris Johnson pour son gouvernement. Mais je trouve qu'on est un peu faible par rapport à eux. On n'a jamais montré les dents, et à force de ne pas montrer les dents, je pense qu'on est en train de perdre du terrain. Qu'est-ce qu'on peut faire à un moment donné, il faut montrer les dents, parce que c'est toujours un rapport de force. Alors c'est vrai, comme vous l'avez rappelé, monsieur le député, c'est une négociation, mais on est toujours en train de reculer, et je pense que même derrière ça, c'est pas la France qui est en cause, c'est l'Europe. Et moi, j'ai un souci quand même quelque part, je ne sens pas cette Europe très volontaire au cas par cas. Aujourd'hui, c'est la France, peut-être demain, ce sera notre pays. Et les Anglais font toujours cette recherche du conflit, alors toujours à marche voilée, on recule, on avance, mais c'est une méthode. Et je pense que ça suffit, l'Europe a quand même assez de puissance. Ils ont décidé de quitter l'Europe par le Brexit, et je ne pense pas que c'est une méthode qui doit être observée, qui prenne d'autres idées à d'autres Européens, de dire voilà, chaque fois on peut jouer. Non, je crois qu'à un moment, il faut trancher. Alors ici, on a quelques jours peut-être d'un accord, mais par la suite, je crois qu'il faut être un peu plus tranchant et un peu plus, je ne vais pas dire viril, mais faire comprendre qu'à un moment, on ne peut pas jouer comme ça. 5 ans pour le Brexit, là, il y a des pêcheurs qui, depuis 9 mois, qui ne peuvent pas les pêcher. Mettez-vous à leur place. Alors qu'on a signé un accord. Alors, j'aimerais on renie une signature. Qu'on entende quand même la partie adverse, en quelque sorte. Grégory Guida, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que vous venez d'entendre. Non, c'est assez extraordinaire. Alors, pour commencer, souvenez-vous que moi, je suis Jersey. C'est pas le Royaume-Uni. Donc, les négociations avec l'Europe, ce que le Royaume-Uni veut faire du contrat, ça, c'est leur problème. Nous ne parlons que de Jersey. Mais j'entends des trucs extraordinaires. Par exemple, on ne peut pas aller pêcher depuis 9 mois. Quand Jersey a commencé à discuter de l'implémentation du contrat, on a très bien vu qu'il faudrait un certain temps pour le faire. Et la première chose que nous avons fait, c'est une amnistie. C'est de dire, bon, pendant 4 mois, n'importe quel bateau qui avait une licence de la baie de Granville peut venir pêcher. Donc, de dire qu'on s'est refermé et qu'on est devenu agressif immédiatement, c'est un petit peu exagéré. En mai, quand on a vu que les documents ne venaient pas, les documents attendus qui auraient dû prendre 2 semaines à obtenir ne venaient pas, on a dit pas de problème, on vous donne encore 3 mois d'amnistie. Tous les bateaux qui ont pêché avec une licence de la baie de Granville peuvent venir chez nous, pas de conditions, venez pêcher pendant qu'on reçoit les documents. Et on a reçu au compte-gouttes des documents de très très mauvaise qualité. Les bateaux français doivent remplir des fiches de pêche. C'est un document obligatoire qui marque jour par jour où vous étiez, est-ce que vous avez pêché. Or, la zone de la baie de Granville est définie sur ces documents. Vous nous amenez 11 fiches de pêche, vous avez une licence. Et ça fait 10 mois qu'on attend les documents. On les a eus pour 113 bateaux, donc il y a eu 113 bateaux, 113 licences données par Jersey. On les attend pour encore 49. On imagine qu'il y a 49 bateaux qui pourraient peut-être avoir des documents, donc on les laisse pêcher encore jusqu'à la fin janvier en attendant ces documents. Et il y en a 55 pour lesquels nous n'avons aucun document, aucune idée qu'ils étaient dans nos eaux. Ceci dit, il n'y a pas de date butoir. Quelqu'un vient dans 5 ans et nous donne 11 fiches de pêche, il a une licence. Donc, ce qui s'est passé avec nous est très très différent. La France marchande. La France dit il nous faudrait tant de bateaux. Avec tant de bateaux, on serait content. Et nous avons un contrat qui dit vous devez prouver 11 jours d'antériorité dans n'importe laquelle des années 17, 18 et 19 pour avoir une licence. Et nous appliquons le contrat
à la lettre. On va continuer à en parler. Richard Verly, vous avez entendu un peu les deux parties. La France va trop loin dans cette affaire? Je ne crois pas que la France va trop loin. Je pense pas que c'est comme ça qu'il faut raisonner. Il y a sans doute du côté britannique, et ce qu'on vient d'entendre le prouve, il y a la nécessité de passer à un nouveau système. Ce nouveau système, il exige des bateaux français un certain nombre de documents qu'auparavant, j'imagine, ils ne produisaient pas. Donc, c'est compliqué. Mais du côté français, ce qui est frappant, moi, ce qui me frappe, c'est qu'au fond, des deux côtés de la Manche, on a l'impression qu'on prend plaisir à voir s'échauffer les esprits. Et je crois que c'est pas seulement du côté britannique qu'on cherche la confrontation. Il y a la résurgence de quelque chose qui dépasse de loin la pêche, vous l'avez dit, c'est qu'au fond, le Royaume-Uni et la France se retrouvent face à face, et quand ils sont face à face, avant de négocier, ils ont un peu besoin de se taper dessus. Il y a une dimension peut-être, électoraliste là-dedans? Boris Johnson, c'est toujours, enfin, les différents gouvernements anglais se sont toujours servis de l'Europe pour faire de la politique intérieure. Boris Johnson est en grosse difficulté avec le Brexit, avec des ruptures d'approvisionnement, avec des manques de main-d'œuvre, avec un certain nombre. J'entendais le témoignage récemment d'un hôtelier qui était ouvré que 25% de ses chambres parce qu'il n'avait pas le personnel pour ouvrir la totalité. Et donc, il cherche à masquer ces grosses problématiques. Enfin, voilà, il a menti aux Anglais sur un certain nombre de choses par rapport au Brexit, et il essaye de se rattraper avec la pêche, qui est un symbole effectivement, oui, mais il y a des élections conflits. En France aussi, vous savez. Oui, non, je suis au courant, merci. Mais là, pour le moment, ce qu'on essaye, c'est de faire respecter un accord qui a été signé, accouché dans la douleur, entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Le problème, c'est cet accord, peut-être il était trop flou à la base. Alors, je ne pense pas négocier pendant 5 ans. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de flou dans l'accord au jour d'aujourd'hui, pour être tout à fait honnête. Oui, mais la pêche, on savait que la pêche est conflictuelle au sein de cet accord, et donc elle a été discutée longuement. La problématique de la pêche a été discutée longuement au cours de la rédaction de cet accord. Donc on peut toujours y voir le flou qu'on veut y voir. Aujourd'hui, Boris Johnson, je pense, fait de la diversion pour masquer ses propres incuries, soit, mais les pêcheurs français n'ont pas à subir cette situation aujourd'hui. Donc le président de la République a été très clair. Il a dit qu'il fallait respecter l'accord tel qu'il avait été signé. Il a menacé d'un certain nombre de sanctions. Espérons qu'à la fin de la semaine, on aura des négociations qui auront abouti, qu'on n'aura pas besoin de mettre en place des sanctions, parce que je pense que c'est un plaisir pour personne de mettre en place des sanctions. Et nos amis britanniques, voilà, on espère avoir une relation la plus apaisée possible. Ils ont choisi de sortir de l'Union européenne. Il y a un accord qui a été signé, il faut respecter cet accord. Denis Motoblier, vous êtes pour une politique de fermeté, c'est ce que vous nous avez dit. Dans ces sanctions, il y a par exemple la fermeture des ports français. Ça supprimerait 80% des débouchés pour les pêcheurs de Jersey. Oui, mais on serait un petit peu pénalisé nous-mêmes, puisqu'on a des usines qui transforment. Donc on aurait un problème collatéral. C'est vrai on peut tenir les pattes arrière si on veut, mais les pattes devant, on ne peut plus bouger non plus, puisque ce n'est pas gagnant-gagnant. Moi, je ne suis pas pour la sanction, mais il faut quand même comprendre qu'à un moment donné, il y a eu des choses signées, et je pense que le commissaire européen qui s'est occupé du Brexit, c'était quand même Michel Barnier, qui était quand même ancien ministre de la Pêche, qui connaissait son sujet très bien. Donc je pense que ça a été bien bordé de chaque côté. Et donc c'est pas un problème non, je ne pense pas que c'est pas l'escalade, je fais plus ci, tu fais plus ça, c'est plus global que ça. Et vous l'avez très bien rappelé, je pense qu'à un moment donné, on commence à avoir, avec sortie du Brexit, c'est pas le Channel, c'est pas la Manche, c'est un océan qui va commencer à séparer nos amis britanniques des amis français. Et je pense que du côté, alors un peu britannique, avec un Boris Johnson qui a son gouvernement, qui a ce côté très populiste et très amène d'aller au bout des choses, il y a une volonté d'aller au maximum. Quitte à rétropédaler tout doucement, mais il va au maximum. C'est comme ça que fonctionne les négociations. On le voit sur le migrant, et on a un accord sur le migrant. C'est vrai qu'il y a quand même d'embarcations qui s'engagent, mais il y a toujours 60 millions d'euros qui ne sont toujours pas payés en retour. Il y a quand même des choses comme ça qui ne sont pas... Alors on peut laisser ça de côté, mais il faudra mettre un peu plus de clarté et plus une Europe. Ce n'est pas que la France. Moi, j'estime que c'est le devoir de l'Europe qui a signé ces accords, d'être au-dessus, nous chapeauter en même temps, de dire voilà, il y a l'ensemble européen qui va peser par rapport au bloc britannique. On s'est fait avoir sur les sous-marins australiens, américains. Les Anglais, c'est pas méchant, mais ils sont quand même dans la tripartie. Ça fait beaucoup de choses en ce moment. Il y a beaucoup de dossiers, effectivement. Est-ce que l'Europe pèsera ? Est-ce que ça va être... Parce que pour moi, c'est un sujet délicat. Je pense que l'Europe a son chapeau. Il y a eu un Brexit avec le Royaume-Uni. C'est à l'Europe de porter le poids de cette non-accord sur la pêche. Et c'est qu'un épiphénomène. On en verra peut-être d'autres, je ne sais pas, demain matin, mais c'est une volonté permanente. Grégory Guida, votre île, vous l'avez dit tout à l'heure, l'île de Jersey, elle n'a pas participé au vote du Brexit. Vous avez l'impression aujourd'hui de payer en quelque sorte les pots cassés ? Oui, c'est sûr que nous sommes entre les deux. C'est très dommage parce que l'île de Jersey, bien entendu, est très très proche de la France. Nous sommes réellement des Normands.
Et donc, nous ne voulions absolument pas nous séparer. Et au contraire, nous aimerions continuer à avoir de meilleures relations avec la France. Donc, ceci est très, très dommage pour nous. Ce n'est pas du tout ce que nous voulions faire. Mais maintenant, nous avons un contrat qui, en fait, a été très bien écrit. En ce qui concerne Jersey, le contrat dit, ça, c'est l'effort de pêche en 2019. En 2021, il faut que ce soit le même. Il faut que les Jersiens, les Français aient exactement le même effort de pêche. Et nous, ça nous va très bien, aucun problème. On va commencer comme ça. Si on double le nombre de bateaux français, l'effort de pêche double et nous n'avons aucune chance pour avoir quoi que ce soit à pêcher dans les 5 ans à venir. 14h15 sur Public Sénat. Dans 45 minutes, les questions d'actualité au gouvernement vont débuter. On l'a entendu, il y a beaucoup de sujets de discorde entre la France et le Royaume-Uni, en dehors même de cette affaire de la pêche. On va retrouver tout de suite Alexandre Poussard en salle des conférences. Alexandre Poussard, vous êtes avec Hélène Conway-Mouret, je ne sais pas du tout ce qui s'est dit, sénatrice socialiste des Français de l'étranger. Et oui, Hélène Conway-Mouret, au-delà de cette question de la pêche, on assiste à une montée des tensions plus globale entre la France et son voisin britannique. Oui, absolument. Et je trouve que c'est regrettable parce que nous avons une diplomatie qui est très performante. Mais la diplomatie, c'est l'art du compromis et ça se fait derrière des portes closes. Or, aujourd'hui, nous voyons qu'avec cet étalage dans les médias du rapport de force qui est normal et qui est toujours utilisé dans la diplomatie où l'un essaye de convaincre l'autre, nous avons une montée des tensions avec menaces de sanctions. Enfin, entre voisins et pays européens, ça ne se fait pas. Comment vous l'expliquez? C'est un Brexit mal consommé, finalement, qui explique cette dégradation des relations franco-britanniques? Écoutez, c'est la politique intérieure britannique qui s'invite à tous les niveaux, puisque nous voyons que le Brexit a des conséquences économiques qui sont plutôt négatives aujourd'hui, que la population observe. Et donc, le Premier ministre britannique, très naturellement, et il n'est pas le seul à le faire, utilise des éléments extérieurs au pays pour expliquer que, il y a peut-être en effet des restrictions ou des choses qui ne vont pas bien, mais que ce qui a été vendu aux Britanniques, c'est-à-dire le retour à l'Empire et à une Grande-Bretagne très forte, et qui a sa place, c'est AUKUS, dans le domaine de la défense. C'est le rapport privilégié avec les Américains que les Britanniques veulent absolument avoir. Et donc, c'est une sorte de compensation à des fins de politique intérieure. Et justement, vous parliez du sujet de la défense que vous suivez de près. C'est aussi un sujet qui vous inquiète, car on le rappelle, l'Alliance franco-britannique est un peu le pilier de la défense européenne. Est-ce qu'elle est en danger ? Peut-être pas en danger, mais nous n'avons pas l'impression que les Britanniques s'attachent notamment à ce que nous avons préparé pendant plus d'1 an avec nos équipes, que ce soit en France ou au Royaume-Uni, à Londres, à savoir de fêter l'anniversaire de Lancaster House, qui est un traité très important entre nos deux pays. Et nous pensions que nous étions en capacité de rebondir et de montrer qu'il y a eu des différences sur le plan économique, mais sur le plan de la défense, que nous restions des alliés avec une stratégie similaire, avec des armées qui s'entendent très bien, qui travaillent très bien ensemble et qui auraient vocation à l'avenir, s'il y avait un danger pour le continent, de pouvoir y répondre ensemble. Et nous voyons qu'il n'y a pas le même engouement du côté britannique que du côté français de continuer à avoir cette relation très forte avec un pays qui est indispensable pour nous, en tout cas dans le domaine de la défense. Et finalement, est-ce que les Britanniques sont en train de changer de stratégie de défense avec le projet AUKUS que vous avez cité et cette nouvelle stratégie de défense anglo-saxonne entre les États-Unis, les Australiens, les Anglais? C'est quoi? C'est pour déstabiliser la défense européenne? C'est pour montrer la coupure définitive avec l'Union européenne, avec le reste de l'Europe, et que donc ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se trouver tout seuls sur leur grande île, d'autant que les Écossais montrent quand même aussi des envies de séparation et que donc ce Royaume-Uni n'est pas aussi uni qu'il le souhaiterait, et que pour aider la population à traverser, je pense, des années qui vont être un peu difficiles sur le plan économique notamment, d'avoir cette impression en effet d'une Grande-Bretagne forte qui se retrouve être l'allié privilégié des Australiens, des États-Unis, et que finalement ça leur montre qu'ils n'ont pas besoin des pauvres Européens à côté. Merci beaucoup Hélène Conway-Mouret. C'est à vous Steve. Hélène Conway-Mouret, merci beaucoup Alexandre. Hélène Conway-Mouret, sénatrice socialiste des Français de l'étranger. Bon, on a parlé maintenant, la sénatrice vient de parler des questions de défense, Richard Verly, mais ce qu'on comprend, c'est quand même qu'il y a un problème politique. Emmanuel Macron, Boris Johnson, ça n'a jamais vraiment
matché, hein, ça n'a jamais vraiment marché entre les deux hommes. Alors, il y a sûrement une question personnelle, déjà, peut-être plus que politique, même l'antagonisme entre les deux hommes, dont les styles sont, on le sait, à l'opposé. Il ne faut pas oublier que Boris Johnson, en quelque sorte, non pas son modèle, mais sa référence, c'était Donald Trump. Et il se trouve maintenant en situation plus compliquée parce que c'est Biden qui est au pouvoir aux États-Unis. Même si l'alliance, ça ne l'a pas empêché de conclure cette alliance. Mais je voudrais revenir, et comme on a la chance d'avoir un ministre de Jersey, moi je crois que ce qu'on ne mesure pas de ce côté-ci du Channel, c'est la symbolique britannique associée à la mer et au contrôle de l'espace maritime. Ici, il faut bien le reconnaître, moi je suis correspondant en France en plus d'un journal suisse, donc c'est pas nous qui allons parler des affaires de pêche, mais je suis très frappé qu'en général, on n'associe pas la frontière à la mer en France. On associe la frontière aux frontières terrestres avec les pays voisins. Il me semble que c'est très différent au Royaume-Uni, et ça explique donc aussi l'importance politique de ce dossier pour Boris Johnson, mais évidemment, je peux me tromper, et peut-être que le ministre de Jersey me corrigera. Grégory Guida, peut-être, si vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit. Très, très difficile pour moi de parler au sujet de M. Johnson. En ce qui concerne Jersey, c'est un petit peu différent. Si vous le considérez, 80% de la pêche à Jersey est faite par les bateaux français. Donc il y a une présence française systématique. En plus, nous sommes le seul pays au monde à avoir ouvert la zone de nos 3 à 6 000 aux bateaux français. C'est unique, c'est extraordinaire. Donc, de Saint-Hélier, vous voyez les bateaux français pêcher dans la baie devant chez nous depuis toujours, depuis des centaines d'années. Donc cette notion de frontière maritime, c'est pas exactement la même chose chez nous. On va parler de frontières, mais j'aimerais qu'on s'attache maintenant peut-être à la politique migratoire, qui est aussi un des grands sujets entre les deux pays. Jean-Baptiste Moreau, depuis le Brexit, le durcissement de la politique migratoire est en quelque sorte au centre du Brexit. Il nous reproche de ne pas faire assez pour retenir ces exilés qui partent sur les côtes britanniques. Qu'est-ce que vous leur répondez, vous ? On fait déjà à leur place, en fait. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'accord qui avait été signé, c'est la France qui garantit les frontières de la Grande-Bretagne. Et qui fait le long des côtes normandes et bretonnes et du nord, qui fait le contrôle de alors j'aimerais quand même vous donner un chiffre. En 2021, 19 500 migrants sont parvenus à rejoindre l'Angleterre. C'est beaucoup plus que les années précédentes. Oui, 19 500, mais ça dépend sur le nombre duquel on part. Enfin, je veux dire, combien on en arrête et combien passent. Effectivement, il y en a qui passent, et il y en a qui ont vocation, sans doute, à s'installer en Grande-Bretagne, d'ailleurs. Il y a des procédures d'asile, et comme il peut y en avoir en France, il y en a en Grande-Bretagne aussi. Donc, on a fait, et Gérald Darmanin l'a réaffirmé récemment, on a fait notre partie du travail en contrôlant les frontières pour le Royaume-Uni, et ils nous doivent, en contrepartie, c'était l'accord qu'il avait été signé, une certaine somme d'argent que, pour le moment, ils nous ont pas versé. Donc, mais ils se sont engagés quand même à verser cette somme. Oui, ils se sont engagés, mais c'est toujours pas versé. Donc voilà, l'amour c'est bien, l'épreuve d'amour c'est mieux. Vous êtes d'accord avec ce que vous dites ? Oui, pour compléter, on arrive quand même à quelque chose d'assez paradoxal. Tous les migrants arrivent par d'autres pays, on arrive à un bouchon à Calais. Il faut savoir qu'à partir de ce bouchon, forcément, vous avez toute la côte de Zuidcote jusqu'au-dessus de Calais, où vous avez des embarcations qui partent. Et vous remarquez bien dans ce système-là, qu'on prend n'importe quelle frontière, qu'on prenne l'Antebouza, qu'on prenne n'importe où, ils arrivent, la masse fait qu'il y a des gens qui passent. Et comme c'est un bouchon permanent, qu'on ne peut que reconduire les gens un peu plus loin, et ils reviennent systématiquement, on ne peut pas empêcher. Alors il y a des règles, anglaises d'attraction pour les migrants. C'est le premier problème. Et la France reproche d'ailleurs au Royaume-Uni d'être trop attractif. Voilà, donc on a une poche qui est là, et forcément, tous les jours, il y a des gens qui veulent passer, ils arrivent à passer. Vous savez, un mail, vous l'avez dans des pays subsahariens où ça passe, même avec des moyens de contrôle. Entre les États-Unis et le Mexique, malgré, je ne suis pas pour, parce que malgré un mur immense, ça passe. Donc vous ne pouvez pas empêcher ça une certaine partie de passer. Et effectivement. Par contre, c'est vrai, comme mon collègue l'a rappelé, c'est nous qui assurons cette barrière. Et il faut voir quand même, quand vous allez tout près de la gare de Fréthun, ces murs, ces grillages, qui ne sont pas très heureux. Symboliquement, il faut avouer que c'est se renfermer sur soi. Mais on leur protège leur accès. Après, tout le long de la côte, forcément, vous allez avoir des embarcations qui passent, et il y a un nombre de migrants qui passent. Mais il y a une solution à ce problème, ce débat entre la France et le Royaume-Uni sur les migrants. J'entends parler de dénoncer les accords du Touquet. On pourrait dire, débrouillez-vous par vous-même. Qui fixe la frontière, effectivement, sur le littoral français. 60 millions d'euros, quand on ne les paye pas, on rend les choses aux gens. Je ne sais pas si ça nous assurait la non-protection, puisqu'on ne l'a pas du côté belge. Nos amis belges nous les ramènent au coin de la rue chez nous. Nos amis, certains pays, il ne faut pas citer, mais frontaliers, laissent passer plus ou moins. Donc on est en forme de bouchon. On dirait, on ouvre le bouchon, puis
mais vous n'êtes pas dans l'Europe, nous on n'a pas à faire votre gardiennage pour 60 millions d'euros. On a compris que pourquoi vous étiez pas pour une vraie politique de fermeté à l'égard de... Je ne parle pas de fermeté, je suis pour un dialogue, mais quand un dialogue, vous venez le rappeler, il faut être deux pour dialoguer. Quand quelqu'un ne veut pas dialoguer, qui fait que des reproches, ça m'en laisse. Et pourquoi nous, on ferait cette protection? Tant qu'ils étaient dans l'Europe, on le faisait. Ils ne sont plus dans l'Europe aujourd'hui, reprenons les choses normalement. Ils seraient encore dans l'Europe, on fait la barrière comme certains le font pour nous. Mais à ce moment, on ne le fait plus. Et c'est pas 60 millions d'euros qui enchaînent la donne. Les accords Touquet, je me demande s'il ne faut pas les renégocier. Richard Verly, Londres qui demande une frontière étanche, en quelque sorte, c'est vraiment réaliste? Que ce soit réaliste, sûrement pas, vu tout ce qui vient d'être dit, parce qu'il y aura toujours effectivement des passages. Moi, je dois avouer que l'idée du rapport de force sur la question des migrants, je n'y crois pas. Pas à cet endroit-là, en Europe. Parce qu'on parle d'hommes et de femmes qui, à un moment donné, risquent de faire naufrage dans la Manche ou dans la mer du Nord, et vous imaginez, à ce moment-là, l'affaire politico-médiatique que ça deviendra. Donc là, on est dans une obligation entre le Royaume-Uni et la France de trouver des solutions, si possible des solutions conjointes, parce que je ne vois pas un gouvernement français, et je crois d'ailleurs que Xavier Bertrand, à un moment donné, l'avait dit. Il avait dit, laissons ouvertes les frontières, laissons partir les migrants, et on verra, les Britanniques verront bien ce qu'il adviendra. Franchement, c'est pas possible. Imaginez une embarcation qui fasse naufrage, filmée, etc. C'est le scandale absolu. Donc je crois que là, il y a une obligation de négocier, une obligation de trouver une solution. Et il faut bien dire que les Britanniques, ils ont quand même un petit avantage naturel, c'est celui d'être une île. Et justement, Grégory Guida, vous êtes à la fois près et loin des deux pays. Qu'est-ce que cette affaire, ce débat autour des exilés, des migrants vous inspire ? C'est aussi une partie de mon travail parce que je suis ministre des Affaires intérieures à Jersey et donc nous discutons de ce genre de choses. Je suis assez d'accord avec vous en fait. C'est quelque chose qui doit se négocier entre le Royaume-Uni et la France et se payer si ça doit se payer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La frontière ne sera jamais étanche. Nous savons exactement combien c'est difficile. Mais le Royaume-Uni peut devenir une destination moins attractive aux immigrants. Donc ça, c'est le genre de choses qui demandent à être négociées, qui demandent à être renégociées. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Jean-Baptiste Moreau, vous avez vu la médiation de Didier Lesky, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui était à Calais. Pour l'instant, il y a un échec. Vous savez, il y a cette grève de la faim qui a été entamée par 2 militants à Calais. Jusqu'où cette affaire doit aller? Est-ce que le gouvernement donne suffisamment de garanties aux associations, notamment dans la protection de ces migrants, de ces exilés qui veulent franchir la frontière? Oui, le gouvernement fait le maximum pour préserver au mieux la dignité des migrants. De toute façon, ces problèmes d'immigration, on ne pourra les régler qu'au niveau européen et même au-delà, je dirais. Ces problèmes de migration vont continuer à se poser, voire même s'amplifier avec le changement climatique. Et ces problématiques-là, on ne peut pas les gérer à la petite semaine en vis-à-vis d'un pays par rapport à un autre. Il faut que ce soit géré vraiment globalement. Et il va falloir qu'on trouve vite un accord avec nos amis britanniques parce qu'au-delà, il faut qu'on trouve des solutions à long terme. Ça, c'est du court terme. Quelle peut être une solution à long terme sur ce sujet? Il va falloir qu'on ait la même politique globalement vis-à-vis de l'immigration, à savoir accueillir ce que nous devons accueillir, parce que nous devons accueillir un certain nombre de migrants, mais pas être un pôle d'attractivité. Voilà, parce qu'on voit bien aujourd'hui la tentation de la Grande-Bretagne qui manque aujourd'hui de main-d'œuvre très clairement. Et donc, si elle veut davantage de migrants, il faut qu'elle le dise et qu'elle l'assume. Mais ce n'est pas à la France d'assumer sa stratégie migratoire. Danny Waterblade, sur cette question de Calais, le gouvernement, on voit qu'il essaye en quelque sorte d'éviter le retour d'une jungle à Calais. Est-ce que vous approuvez la politique du gouvernement en la matière? C'est très compliqué. C'est vrai que mettez-vous à la place Natacha Bouchard, maire de Calais, qui a des poches chez elle très difficiles. Alors, il y a aujourd'hui entre 500 et 1500 personnes dans et autour de Calais, c'est ça? Recensées peut-être. On sait peut-être plus loin que ça. Si on est sur place, on verrait peut-être plus de monde. Il y en avait 10 000 du temps de la jungle. Oui, donc c'est éparpillé. Il y a eu des choses très bien faites avec le rachat de certains immeubles, enfin de certains hôtels un peu partout en France où on a hébergé. On ne sait pas après la suite des choses. Il y a eu un dégonflement. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas facile de gérer les deux. Entre le respect des individus qui ont quand même parcouru des kilomètres, des centaines de kilomètres pour venir là, et la protection aussi quand même de poches quand même assez compliquées à gérer. C'est pas facile. Je ne voudrais pas être à la place du gouvernement pour gérer ça, quel qu'il soit d'ailleurs. Non, aujourd'hui,
comme vous l'avez très bien Il n'y a pas de rappelé. solution. Hein, Il y a la solution. Il n'y a pas de bonne solution. Non, la vraie solution, c'est qu'il y aurait moins d'immigration si les gens étaient bien dans leur pays d'origine. Et on a fait quand même quelques guerres, soit en Libye ou en Syrie, où on a déstabilisé des régimes. Et aujourd'hui, forcément, il y a la migration. Et par le réchauffement climatique, on aura peut-être l'immigration subsaharienne plus conséquente. C'est ça le vrai problème. On en reparlera, j'imagine. Merci à tous les quatre. C'est la fin de ce débat. Merci d'avoir répondu à mes questions. Les questions d'actualité vont démarrer maintenant dans 30 minutes.